Merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Premièrement, je suis très content de commencer cette première session sur ces regards vers le futur en cardiologie pédiatrique et congénitale. Donc on va commencer par parler de rythmologie. J'ai pris le parti de parler, on va dire, d'un futur relativement proche et des choses qui sont en train d'être développées ou qui arriveront dans les années à venir, et pas de faire une présentation très très futuriste sur qu'est-ce que pourrait être finalement la rythmologie congénitale en 2050. Et donc on va aborder cette thématique avec les trois principaux versants de la rythmologie, en commençant par l'électrophysiologie et l'ablation par cathéter, ensuite la mort subite et l'utilisation des défibrillateurs chez ces patients-là, et enfin la stimulation cardiaque. Si on commence par l'électrophysiologie, il y a finalement deux questions, je pense, importantes qu'on peut se poser chez ces patients-là. C'est est-ce qu'on va être en mesure bientôt de proposer des ablations préventives chez certains patients, et est-ce que l'ablation cathéter pourra, chez certains patients, remplacer les défibrillateurs dans cette population-là. Finalement, la cardiologie congénitale, c'est probablement le domaine de la cardiologie qui est le plus avancé si on parle d'ablation préventive. Et pourquoi ? Pour une raison relativement simple, c'est que même si les patients sont assez hétérogènes, on a quand même un certain nombre de groupes de patients qui, de par leur anatomie ou le type de correction chirurgicale, ont des substrats responsables d'arythmie qui sont relativement homogènes. Je vous montre ici l'exemple de la tétralogie de Fallot, vous le savez. Ces patients peuvent présenter des arythmies ventriculaires et le plus souvent, dans plus de 80% des cas, ces arythmies sont déclenchées par la présence d'isthmes que vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, avec notamment l'isthme numéro 3 que vous voyez ici entre le page de CIV et la voie pulmonaire. Et on sait que la majorité des arythmies passent par ici et ça ouvre la porte éventuellement justement à aller cibler ces isthmes de façon préventive. Je vous montre ici deux exemples d'arythmies ventriculaires mappées en cartographie. Vous voyez que dans les deux cas, on passe justement par cet isthme numéro 3 entre la voie pulmonaire ici et le page de CIV avec un circuit qui va tourner autour de la voie pulmonaire. Il y a des travaux très intéressants qui ont essayé d'identifier, y compris chez les patients qui n'avaient pas forcément d'arythmie clinique, mais chez qui on allait déclencher des arythmies, et bien finalement, quels étaient les critères qui nous permettaient de prédire ça. Et on avait notamment la vitesse de conduction qui ressortait, c'est-à-dire qu'en rythme sinusal, en l'absence de toute arythmie, et bien si vous analysez la vitesse de conduction électrique à ces endroits-là, si la vitesse était ralentie, c'était associé avec un risque plus important de développer des arythmies ventriculaires. Et c'est ce qu'on fait en pratique maintenant. Ça, c'est une carte en rythme sinusal. Vous voyez le ventricule droit qui se propage depuis le septum vers ensuite, en passant par l'isthme numéro 3 vers la paroi latérale du VD. Et bien, cette vitesse de conduction, si elle est très ralentie, peut être associée à un risque plus important de développer des arythmies ventriculaires. Alors, on ne va pas regarder ça en détail, mais globalement, dans cette étude, les investigateurs ablataient les patients avec des arythmies inductibles. Ils ablataient aussi quelques patients qui n'avaient pas d'arythmie inductible, mais qui avaient justement de ces vitesses très ralenties. Et dans le suivi, les patients qui ne sortaient avec aucun isthme pathologique comme ça ne présentaient pas d'arythmie ventriculaire. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est mais à quel moment on va aller faire ces explorations de manière un peu systématique si on envisage des ablations préventives ? Alors ça pourrait être guidé par certains paramètres, on va dire, non invasifs, mais il y a aussi certains, on va dire, moments privilégiés du parcours de soins du patient à partir duquel on peut se poser cette question-là. Dans la tétralogie de Fallot, vous savez que la plupart des patients sont revalvés à un certain moment donné. Et donc on peut se poser la question soit avant de faire cette valvulation chirurgicale, parce qu'on pourra, s'il le faut, proposer une ablation chirurgicale complémentaire pendant la chirurgie. Et on peut se poser également la question avant une valvulation percutanée, parce qu'on le sait, c'est bien décrit maintenant que si on met une prothèse percutanée dans la voie pulmonaire, on peut avoir une partie de l'isthme qui va être recouverte par la prothèse et qui sera plus atteignable, ou en tout cas plus difficilement atteignable après la valvulation. Donc on a rapporté justement cette stratégie d'aller systématiquement essayer de déclencher des arythmies ventriculaires chez ces patients-là avant la valvulation. On a fait ça à quelques centres, Pompidou, Necker, Marine-Lannelongue, Lyon et la clinique Pasteur. Et on avait inclus tous les patients sans justement essayer d'inclure que les patients à risque, donc tous les patients systématiquement. Et on retrouvait finalement qu'il y avait à peu près un patient sur 5 chez qui on déclenchait les arythmies ventriculaires. Et donc un patient sur 5 chez qui on va proposer des traitements complémentaires, ça peut être l'ablation, le défibrillateur ou une ablation chirurgicale également. La question est, est-ce qu'on va aller plus loin ? C'est-à-dire là, on a ablaté principalement les patients qui étaient inductibles, mais est-ce qu'on doit aller plus loin et ablater maintenant en préventif les patients non inductibles, mais avec certains paramètres pathologiques ?
Et on y arrive, on a déjà différents projets d'études qui sont en cours. On a rejoint notamment une étude nord-américaine sur le sujet où on va justement, alors on ne va pas tout lire, mais un design qui ressemble un peu à celui qu'on avait mis en place, mais avec la possibilité maintenant, chez les patients chez qui on ne déclenche aucune arythmie, mais qui ont justement ces caractéristiques pathologiques électrophysiologiques, d'aller proposer des ablations préventives. Donc c'est déjà des choses qui sont en train d'arriver, en tout cas d'être évaluées actuellement. L'autre question en ablation et en électrophysiologie, c'est dans quelle mesure l'ablation par cathéter, avec tous les progrès qu'on constate, va être en mesure de remplacer éventuellement chez certains patients les défibrillateurs. Pourquoi c'est important? Je vous montre une étude parmi tant d'autres, mais parce que finalement on sait que ces patients qui sont jeunes, qui vont avoir des défibrillateurs pendant des années, sont associés à un risque de complications très important. Dans cette étude, on avait près de 9% de complications par an, et donc avec un suivi de moins de 7 ans, on avait à peu près un patient sur 2 qui avait au moins une complication. Donc est-ce que l'ablation par cathéter va être en mesure de remplacer le défibrillateur et donc de diminuer drastiquement les complications? Si on regarde les recommandations, ça ouvre déjà la porte à éventuellement cette stratégie chez certains patients. Ça reste du grade 2B, mais chez les patients qui font de l'arythmie ventriculaire, s'il n'y a pas de dysfonction ventriculaire sévère, on est en droit de discuter une ablation seule, sans défibrillateur backup, chez ces patients-là. Ça, c'est en prévention secondaire. Le patient fait une arythmie ventriculaire. Est-ce que je peux l'ablater et ne pas lui mettre de défibrillateur? Mais la question se pose et se posera tout à fait également en prévention primaire, c'est-à-dire le patient n'a pas fait d'arythmie. On va pouvoir, sur certains paramètres, évaluer que son risque est relativement élevé, que ce soit des paramètres cliniques, ECG, IRM, faire une stimulation ventriculaire pour essayer de déclencher les arythmies, les ablater le cas échéant. Et chez les patients qui ne sont pas inductibles, voir si on va pouvoir justement faire les ablations préventives pour se passer de la mise en place du défibrillateur en prévention primaire. Ça, c'est au niveau des ventricules, mais finalement, on se posera la même question au niveau des oreillettes. Je vous montre ici un exemple d'arythmie atriale à gauche, avec un circuit sur la paroi latérale de l'oreille droite qui tourne autour de la cicatrice d'atriotomie ici. Dans finalement pas mal de cardiopathies, on a des circuits qui sont reproductibles autour de l'atriotomie, autour de la valve tricuspide. Je ne vous parle pas forcément de cardiopathie très complexe avec des remaniements très diffus et des circuits moins prévisibles. Mais donc on va être chez ces patients-là confrontés également à la même problématique, à savoir on va faire des cartes de voltage comme ici. C'est encore une fois une oreillette droite. En violet, c'est les zones saines, en rouge, c'est les zones cicatricielles. Donc là, on a probablement une incision d'atriotomie. Et dans quelle mesure on va devoir préventivement aller ablater ces isthmes potentiellement responsables d'arythmie. Ça, c'est un seul et unique patient avec une tétralogie de Fallot chez qui on va déclencher 6 arythmies atriales différentes dans la même procédure. On a observé que chez ces patients-là, il ne fallait pas se contenter d'ablater uniquement l'arythmie clinique, mais justement que c'était important d'essayer de déclencher le plus d'arythmies pour tous ces ablatés. Mais la question, c'est encore d'aller au-delà, c'est qu'une fois qu'on a ablaté toutes les arythmies qu'on pouvait déclencher le jour J de la procédure, est-ce qu'on doit aller plus loin et éventuellement proposer des lignes d'ablation préventive? Si on regarde la littérature, il n'y a quasiment aucune donnée sur le sujet. On a finalement cette petite étude qui inclut une quinzaine de patients, donc quasiment rien, et qui laissait suggérer que finalement, chez ces patients-là, il fallait essayer d'ablater. Enfin, dans cette étude-là, ils avaient ablaté systématiquement l'isthme cavo-tricuspide et justement cet isthme entre l'atriotomie et la veine cave inférieure. Et on avait l'impression qu'il y avait un petit peu moins de récidive chez ces patients-là, mais c'est des choses qu'on va devoir évaluer dans les années à venir. Pour finir sur l'ablation, 2 petits messages juste pour un mot sur l'ablation de fibrillation atriale. J'en parlerai pas de façon extensive, mais vous dire que ça va être aussi un sujet très important de recherche dans les années à venir, notamment parce que le niveau de preuve est très très faible. Là, je vous présente les 2 plus grandes études sur la thématique avec à peu près 100 et 200 patients pour chacune d'entre elles. La majorité de cardiopathies simples, et que finalement, si on regarde les cardiopathies modérées ou complexes, vous voyez par exemple, ventricule unique, on a 2 patients inclus dans la plus grande étude à l'heure actuelle. Donc on a honnêtement un niveau de preuve qui est très faible sur l'efficacité de l'ablation chez ces patients-là. Et par ailleurs, on ne sait pas vraiment quels sont les substrats à cibler chez ces patients-là. Est-ce qu'il va falloir juste isoler les veines pulmonaires comme sur des cœurs sains? Je ne crois pas que ce sera suffisant, mais en tout cas, on n'a pas de données pour savoir quelle est la meilleure stratégie à apporter chez ces patients-là. Et on a également de nouvelles technologies, des nouvelles énergies d'ablation qui sont en train d'arriver, notamment l'électroporation qui est très à la mode et dont beaucoup d'études sont en train d'évaluer son efficacité. C'est une nouvelle énergie qui est intéressante parce qu'elle a certaines caractéristiques assez uniques, notamment le fait d'être plus spécifique des tissus myocardiques et d'épargner les structures adjacentes, donc avec potentiellement moins de complications.
Il y a beaucoup d'études en ce moment, principalement sur l'ablation de fibrillation atriale avec des cathéters qui permettent d'isoler les veines, mais il y aura des nouveaux cathéters qui vont être développés pour justement cibler d'autres arythmies plus variées. Et donc ce sera important d'évaluer cette technologie chez les patients congénitaux. On va parler un peu plus rapidement de défibrillation et de mort subite, avec deux problématiques importantes. La première, ça va être d'évaluer les nouvelles technologies de défibrillation qui sont déjà là depuis quelques années ou qui sont en train d'être développées. Et deuxièmement, le caractère urgent d'essayer d'améliorer la stratification du risque rythmique chez ces patients-là. Le défibrillateur sous-cutané, vous le savez, ce n'est pas tellement nouveau, ça fait quelques années déjà qu'on l'utilise, mais finalement, les données restent relativement limitées chez ces patients congénitaux. Et donc, je vous présente deux études récentes qui ont été menées pour justement essayer d'apporter un niveau de preuve un peu plus important. Ça, c'est une étude qu'on a publiée récemment sur une centaine de patients congénitaux en France qui étaient appareillés d'un défibrillateur sous-cutané, et on a comparé premièrement les outcomes de ces patients avec les patients non congénitaux. Pourquoi c'était important? Parce que même si on commence à avoir un peu de recul sur le défibrillateur sous-cutané, c'est une technique de défibrillation qui est totalement différente des défibrillateurs classiques. Et on pouvait se poser la question, premièrement, est-ce que ces appareils allaient être efficaces chez les patients congénitaux? Parce qu'on a un vecteur de défibrillation qui est très différent des défibrillateurs classiques, et parce que les anatomies sont particulières, ce n'était pas forcément gagné d'avance que cette technique allait être efficace. Et par ailleurs, on sait qu'initialement, en tout cas, c'est des appareils qui peuvent être associés à un risque plus important de choc inapproprié. Et parce que les ECG sont assez atypiques chez certains patients, on pouvait avoir ce risque-là d'avoir plus de chocs inappropriés. Et finalement, on a vu premièrement qu'il y avait plus de chocs chez les patients congénitaux que chez les patients non congénitaux. Ça veut juste dire que c'est une population plus à risque, avec notamment plus de patients appareillés en prévention secondaire. Et que par ailleurs, le taux de complications était similaire aux patients non congénitaux. Et ça, c'est une donnée rassurante. Ça veut dire que chez ces patients jeunes, qui font beaucoup d'arythmie atriale et qui ont des aspects ECG atypiques, eh ben, on n'a pas plus de complications, pas plus de chocs inappropriés chez ces patients. Maintenant, si on compare directement sur une même population congénitale de patients avec tétralogie de Fallot, le défibrillateur sous-cutané au défibrillateur transveineux, et ben, qu'est-ce qu'on constate? On voulait notamment analyser les complications, hein, parce que on va dire, un des bénéfices attendus de ce type de défibrillation, c'est moins de complications à long terme. Alors on pouvait être un petit peu déçu, on voyait qu'il n'y a pas moins de complications chez les patients appareillés avec un défibrillateur sous-cutané. Néanmoins, le suivi était relativement limité, un peu plus de 2 ans. Et je pense qu'il serait important de continuer à suivre ces patients pour regarder dans 10, 15 ou 20 ans si on a pu quand même diminuer le taux de complications chez ces patients-là. On a aussi des nouvelles techniques qui sont en train d'être évaluées, notamment ce type de défibrillateur, le défibrillateur qu'on appelle extravasculaire. Alors ça ressemble de loin à un défibrillateur sous-cutané, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, on a des sondes qu'on va placer ici, pas au-dessus du sternum, mais en dessous du sternum, avec plusieurs avantages, notamment la capacité de stimuler le cœur, alors que ce n'est pas le cas avec un défibrillateur sous-cutané. On n'a pour l'instant aucune donnée chez les patients congénitaux, mais on va devoir en apporter petit à petit. Ce ne sera pas forcément gagné d'avance, parce que chez les patients multidux, ce ne sera pas forcément évident, ou même peut-être pas possible du tout de mettre ce type de sonde, mais en tout cas, ça pourrait apporter des solutions chez certains patients. Et pour ce qui est de la stratification du risque rythmique, vous le savez, il y a finalement à l'heure actuelle dans les recommandations que la tétralogie de Fallot qui a des critères spécifiques pour essayer d'identifier les patients à haut risque qui pourraient bénéficier de thérapeutiques un peu plus agressives, notamment d'un défibrillateur. Mais je crois qu'il va être important de travailler vraiment phénotype par phénotype. Je crois que c'est essentiel. Il ne faut pas essayer de stratifier le risque rythmique de ces patients en mélangeant tous les congénitaux ensemble. Et vous avez vu ce papier, notamment de Magali récent, qui ouvre la porte justement à une stratification individualisée du risque rythmique chez ces patients-là, chez les patients avec un VD systémique. Je crois que c'est le bon chemin à suivre pour essayer de progresser sur ce sujet. Et ça nous rappelle l'importance de travailler tous ensemble à l'échelle nationale et même internationale pour avoir des cohortes avec des effectifs suffisants pour justement améliorer la stratification de ces patients. Et pour finir, on va parler de stimulation cardiaque et de resynchronisation, avec quelques mots sur la stimulation sans sonde qui, je crois, apportera des solutions importantes dans cette population-là, et quelques mots de resynchronisation cardiaque. Là encore, un peu comme pour le défibrillateur tout à l'heure, si c'est aussi important de progresser dans ce domaine, c'est parce que, évidemment, le pacemaker transveineux ou épicardique, ça marche très bien. Mais encore une fois, on a un taux de complication qui est majeur dans cette étude. On avait 35% de complications à 12 ans. Et c'est des patients qui, pour la plupart, vont être appareillés bien plus longtemps que ça. Donc avec un taux de complication majeur.
Et la plupart de ces complications sont associées soit aux sondes, soit au boîtier, au niveau des loges pectorales ou abdominales. Et donc c'est sûr que si on est capable d'enlever à la fois la sonde du dispositif et la loge, et a priori le risque de complications sera quand même nettement diminué. On a donc ces pacemakers sans sonde qui sont arrivés petit à petit sur le marché, le NanoStim qui n'est plus disponible, le Micra que vous connaissez. Avec certaines limites, c'est pour l'instant que de la stimulation monoventriculaire, mais ces limites vont être petit à petit repoussées. On a maintenant bientôt sur le marché des systèmes double chambre avec une petite capsule dans l'oreillette et une capsule dans le ventricule, qui nous permettra premièrement de stimuler l'oreillette s'il le faut et de préserver un synchronisme atrioventriculaire. Chez les patients pédiatriques ou congénitaux, on a très peu de données. On avait quelques case reports isolés un petit peu. Et on a eu récemment cette étude publiée avec donc 62 enfants, 20 patients avec une cardiopathie congénitale, qui nous montre en tout cas que c'est faisable. Le taux de complication a été faible et relativement similaire aux patients non congénitaux, même si on avait besoin parfois d'approches un peu atypiques, comme ici une implantation par voie jugulaire chez les plus petits enfants. On est en train de mener un registre français justement sur cette stimulation sans sonde chez les enfants et chez les congénitaux. On a inclus à peu près une cinquantaine de patients pour l'instant. Et on va essayer d'étendre un petit peu, parce que 50 patients, ça reste modeste, avec notamment l'aide des sociétés internationales de cardiopédiatrie et de cardiologie congénitale. Aussi un sujet que je trouve intéressant, vous savez qu'à l'heure actuelle, dans les BAV fétaux, on n'a pas de thérapeutique efficace. Il y a eu quelques essais qui ont été faits chez l'animal avec des résultats, on va dire, un petit peu compliqués. On aimerait évaluer dans quelle mesure ces nouvelles technologies nous permettent d'apporter de nouvelles solutions. Donc dans quelle mesure on pourrait implanter des pacemakers sans sonde chez l'animal, puis éventuellement chez les fœtus en BAV avec mauvaise tolérance. On va probablement essayer d'adapter des pacemakers sans sonde avec des sondes un peu plus classiques pour miniaturiser autant que possible le système. Mais en tout cas, c'est une direction dans laquelle on souhaite travailler aussi. Et vraiment 2 mots pour finir sur la resynchro, pour vous dire que chez ces patients congénitaux, notamment chez les patients avec un VD systémique ou un ventricule unique, on a un niveau de preuve qui est extrêmement bas. Une recommandation, le VLC pour les VD systémiques et les ventricules uniques. Et j'en profite pour faire un peu d'autopromotion sur un essai randomisé qu'on a commencé il y a un petit peu moins d'1 an maintenant, qui justement cherche à apporter des données un petit peu plus robustes que les quelques données observationnelles dont on dispose. On aurait besoin de 40 patients dans un design de crossover pour montrer sur des paramètres fonctionnels que cette approche pourrait améliorer nos patients. Donc on est en train d'inclure les patients. Je remercie encore une fois tous les centres qui y participent et je les motive à inclure des patients qui sont rares, c'est vrai. Donc pour conclure, je dirais que finalement, on a, vous l'avez vu, pas mal de nouvelles technologies qui sont intéressantes et qui s'adaptent particulièrement bien, en tout cas qui ont l'air attractives dans cette population spécifique à la fois de cardiopédiatrie et de cardiologie congénitale, mais que pour autant, c'est indispensable d'évaluer ces nouvelles technologies dans ces populations spécifiques. Et enfin, ces nouvelles technologies, ça nous apporte des nouvelles solutions. On est bien plus efficace qu'avant, notamment en termes d'ablation. Mais il ne faut pas oublier que la meilleure approche restera la prévention. Et la prévention passera par une compréhension parfaite des mécanismes et de la physiopathologie de ces arythmies. Et on a vu depuis quelques années, voire même plutôt décennies, qu'en optimisant la prise en charge des patients, à la fois au plan hémodynamique, chirurgical, l'amélioration des techniques chirurgicales nous a permis également de diminuer de façon significative les arythmies chez certains patients. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est probablement la chose la plus importante de bien comprendre déjà le mécanisme de ces arythmies. Voilà, je vous remercie pour votre attention.